Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux malgré le match de ce soir. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Je me présente, Richard Olivier. J'ai été journaliste pendant presque 35 ans à TVA, à occuper toutes les fonctions qu'on puisse occuper dans une salle de nouvelles, de rédacteur, recherchiste à journaliste terrain et aussi longtemps à l'émission JE. Donc, ce soir, sans plus tarder, pour mettre la table et même à froid, sans présenter les panélistes, je vais vous présenter la vidéo que vous avez sans doute vue, qui a été produite par la presse. C'était clairement identifié. On va la jouer et après ça, on enchaînera avec les panélistes et ce que ça suscite comme commentaire. Aux jeunes qui pensent que ça change quelque chose, puis il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont d'accord, et pas juste des proches collaborateurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce système, ça ne sert à rien, que ce système ne fonctionne pas. Tu sais, j'ai quand même essayé pendant 10 ans, tabarnak. Je pense qu'il y a certaines... Tu sais, j'ai quand même essayé certaines affaires, de croire que voter, que se présenter, ça pouvait changer de quoi. De croire aux élections, aux commissions parlementaires plates en crisse. Mais il y a bien des moments où je me suis rendu compte que ça servait fuck all. Tabarouette! Hey, même le linge! Hey, ouais, hey, ça... Pas sûr que même si je l'avais pas su, je suis pas sûr que... J'aurais pu dire que c'est pas moi, là. Pas sûr, pas tout. C'est fascinant d'un point de vue technologique. Fascinant comme technologie. Il est 23 heures. Vous ne savez pas que c'est la presse qui a produit ça. Vous voyez ça sur votre fil. Comment vous réagissez? Quelles questions allez-vous vous poser? Entendre Gabriel Nadeau-Dubois sacré comme un bûcheron, ça va peut-être vous interpeller. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Est-ce que vous allez douter de la vidéo qu'on voit? C'est ces questions-là qu'on va essayer d'aborder ce soir avec cette jolie brochette de panélistes qu'on a avec nous. Je commence d'abord par Ève-Marie. Vous connaissez sans doute Ève-Marie, 30 ans de télévision, animatrice à Salut Bonjour depuis 2003 et depuis 2024 à l'antenne de TVA. Vous la connaissez pour ses réveils à la télévision maintenant du lundi au vendredi. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en 2023, Ève-Marie a eu son visage usurpé et ça servait à frauder. Donc, on va entendre son témoignage, ce que ça fait et qu'est-ce qui a été mis en place après pour essayer de contrer tout ça. J'ai aussi à côté de moi Mme Nadia Nafi, qui est professeure agréée en technologie éducative à l'Université Laval. Ses recherches portent sur les usages critiques et éthiques de l'intelligence artificielle, notamment face aux hypertricages et à la désinformation, et aussi aux nouvelles formes d'arnaques numériques. Elle travaille concrètement à outiller les citoyens pour naviguer dans un monde où la frontière entre le vrai et le faux devient chaque jour beaucoup plus instable. Aussi, reprenez mes notes, Nicolas de Rosa. Nicolas, lui, est journaliste à Radio-Canada depuis 2019, fait partie de l'équipe des Décrypteurs. C'est peut-être une émission que vous connaissez. C'est l'unité spécialisée dans la vérification de faits et la lutte contre la désinformation. Nicolas couvre la radicalisation, la manipulation en ligne, les enjeux de nouvelles technologies. Il va nous présenter ce soir des vidéos sur lesquelles on va pouvoir faire un peu de millage sur justement les mécanismes concernant la désinformation. Et enfin, Kathleen Couillard, qui est journaliste scientifique et vérificatrice de faits à l'agence Science Presse. Kathleen est microbiologiste de formation. Et depuis 5 ans, elle est vérificatrice de faits attitrée au détecteur de rumeurs de l'agence France Presse. Elle a déboulonné de nombreux mythes sur l'intelligence artificielle. Et plus tôt cette année, elle a développé aussi une formation sur le sujet qu'elle montre spécialement, qu'elle enseigne spécialement aux professeurs. Alors voilà, la table est mise. Et puis peut-être qu'on pourrait commencer avec Nicolas. Nicolas, on vient de voir cette vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois. Celle-là, on sait que c'est un hypertrucage. Mais ce que vous avez à nous présenter, peut-être va nous aider à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça. Là. Vous en avez des vidéos à nous présenter. Tu veux que je les présente? Ben, comme tu OK. veux. Ben, on peut les jouer, puis je vais en parler après. Les États-Unis viennent d'imposer un droit de douane de 50% sur le café importé et le résultat a été immédiat. Pénurie dans les supermarchés, café fermé, prix en flèche et consommateurs désespérés. Le pays le plus amateur de café du monde vient d'entrer dans une crise absurde. Manquer de café,
Alors que les rayons se vident et que le café devient un luxe inaccessible, le Canada, loin de sombrer, est devenu le nouveau paradis caféiné de l'hémisphère. Les machines s'éteignent à New York mais s'allument à Toronto. Ce qui semblait être un coup commercial contre l'étranger a explosé sur le sol national. Et le rituel le plus américain de tous, le café du matin, est en voie d'extinction. Est-ce que tu veux présenter ta deuxième? Oui, mais on peut aller pour la deuxième tout de suite. Vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Il n'est pas évident, mais je vais vous expliquer ça. Donc, on a affaire ici à 2 vidéos créées par intelligence artificielle. La première, c'est très évident, on l'entend, c'est une voix synthétique, c'est une fausse nouvelle qui est partagée, où est-ce qu'on dit que là, le Canada va devenir un grand producteur de café dans le monde à cause du conflit commercial avec les États-Unis. La deuxième, c'est ces petits lapins cute qui sautent sur un trampoline. Ça a beaucoup circulé, il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Dans les 2 cas, ces vidéos-là ont été mises sur des plateformes en ligne, surtout pour faire de l'engagement et ultimement pour faire de l'argent. La première, comme je vous disais, c'est très évident qu'elle est créée par intelligence artificielle. Et je vous la montre parce qu'on a souvent tendance à s'attarder sur les exemples d'IA qui sont bluffants ou est-ce qu'on n'est pas trop sûr si c'est vrai ou faux, mais la très, très forte majorité du contenu généré par IA qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du contenu comme ça, du contenu qui est cheap, du contenu qui est facile à faire. Dans ce cas-ci, des vidéos comme ça, il y en a des centaines, il y en a des milliers sur YouTube qui, dans bien des cas, cumulent des centaines de milliers de visionnements, parfois des millions, dans plusieurs langues différentes. Ça prend très peu de temps à produire et les gens font ça pour exploiter les systèmes de monétisation de cette plateforme-là. Et s'il faut qu'ils mentent, s'il faut qu'ils véhiculent des fausses informations ce faisant, ça ne les dérange pas. Et c'est comme ça que la plupart de la désinformation générée par IA circule. C'est parce que des gens font ça pour des intérêts monétaires. On s'entend, il y a des gens qui essaient de faire de la désinformation politique, il y a des gens qui font de la désinformation de guerre. On en a vu avec l'Iran, on en a vu avec Gaza, on en a vu aussi moins en politique, je dirais. C'est surtout à des fins de caricature qu'on voit des gens créer des images par IA. C'est ce qu'on observe du moins de notre côté et ce que plusieurs experts en désinfo observent. Mais dans certains cas, on peut tenter aussi d'influencer des élections avec ça. Il y a la Slovaquie, je pense que c'était en 2024, il y a un deepfake audio qui a circulé sur Facebook la veille de l'élection, où est-ce qu'on tentait de faire passer un des candidats pour quelqu'un qui était de mèche avec des journalistes pour manipuler les résultats des élections. Selon ce qu'on a vu, ça n'a pas affecté le résultat électoral. Les résultats étaient pas mal en lien avec les sondages, puis le candidat en question, il y a quand même... Ça n'a pas affecté son résultat, à ce qu'on sache, là, mais ça existe des tentatives de manipulation, ça se peut, mais dans la plupart des cas, là, ce qu'on voit, c'est du contenu qui est créé vraiment pour polluer les réseaux sociaux, pour capter l'attention et pour créer des revenus. Là, on parle de vidéos, on peut aussi parler de photos sur les réseaux sociaux, on peut parler d'articles qui sont publiés sur les réseaux sociaux aussi, où est-ce qu'on essaie de monétiser des publicités, par exemple. Puis, souvent, ça peut se faire de l'étranger aussi parce qu'on peut utiliser un modèle de langage pour créer des phrases en français ou dans d'autres langues qui se peuvent, qui sont lisibles, même si on ne parle pas la langue. Et dans des pays où est-ce que le revenu moyen est plus faible qu'au Canada, par exemple, on voit que l'incitatif financier est très fort, puis il y a des gens qui rapportent pas mal d'argent ce faisant. Est-ce qu'on a une idée justement des montants qu'on peut aller chercher avec des chaînes de fausses vidéos comme celle-là? C'est très variable. C'est très variable. C'est certain que en termes de monétisation, on parle de quelques dizaines de dollars par millier de vues, là, mais ça peut rapidement s'additionner parce que, comme je l'expliquais, ça peut se faire à un volume extrêmement élevé, très facilement, très peu coûteux aussi. Et les plateformes en ligne, en général, ne semblent pas faire le travail pour faire le ménage dans ce contenu-là. Donc, les gens peuvent faire une masse de contenu dans plusieurs niches différentes de contenu pour viser plusieurs publics différents dans le but ultimement de monnayer ça, là. On a vu ça en Alberta, justement. Il y a eu ce genre de campagne-là de cheap fake, là, comme on dit, qui ont circulé pendant un certain temps. Là. Vous avez travaillé là-dessus aussi. On n'est pas à l'abri de ça ici au Canada. Oui, c'était un réseau de plusieurs chaînes YouTube qui avaient cumulé des dizaines de millions de visionnements en publiant des fausses informations sur l'Alberta. Et quand le rapport là-dessus est sorti, plusieurs personnes pensaient qu'il s'agissait d'une tentative de manipulation à même le Canada. Notre équipe, on a enquêté là-dessus, on a vu que c'était un réseau basé aux Pays-Bas, en fait, et que les gens qui mettaient en ligne ces vidéos-là suivaient et offraient des cours sur comment faire de l'argent en ligne avec du contenu synthétique sur YouTube. On s'entend dans ce cas-ci, le résultat
est le même. On désinforme tout de même les gens, mais on voit que très souvent, les incitatifs, c'est moins étatique que de faire de l'argent. Encore une fois, je ne veux pas minimiser les tentatives de désinformation d'État. On voit que la Russie, par exemple, met en ligne énormément de sites web, de fausses nouvelles générées par IA. Dans ce cas-ci, très peu de gens lisent les articles, mais pour eux, l'objectif, c'est d'alimenter des robots conversationnels qui vont écumer le web pour présenter des informations. Donc, le but, c'est d'influencer les gens aussi qui utilisent les robots conversationnels. Donc, il y a plusieurs couches à tout ça et on ne parle même pas, dans ce cas-ci, des robots eux-mêmes qui fournissent des informations peu fiables aux gens qui les consultent, qui est aussi une source peut-être involontaire de mauvaises informations, disons, de mésinformations. C'est Nicolas. Nadia, vous vouliez d'entrée de jeu nous dire que, OK, il y a le monde de l'information qui est touché par les hypertrucages et par l'intelligence artificielle, mais ça s'étend à tous les domaines de la société. Il faut vraiment en prendre conscience. Oui, absolument. Merci. Donc, quand on parle de la désinformation alimentée par l'utilisation non éthique de l'intelligence artificielle, et puis on parle des deepfakes, en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une vidéo qui est 100% comme très valide, comme si c'était vrai. Okay? Quelque chose qui est cheap peut passer. L'important maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment de submerger l'espace pour que la réalité n'a plus d'espace d'exister. Donc, il y a tellement de vidéos qu'on reçoit sur notre wall et tout ça, qu'il n'y a plus de place pour la réalité. Et puis, même pour checker si c'est vrai ou faux, ça devient épuisant. Et puis, quand on regarde la question des fraudes, là, il n'y a pas juste... On parle de la politique, on parle de la désinformation, de la manipulation, mais aussi il y a des fraudes, par exemple, dans le milieu de santé, qui est énorme, où il y a des cas réels de médecins qui ont été deepfakés. Donc, il y a des vidéos de médecins qui sont ou bien en train de faire la promotion d'un médicament, ou bien ils sont en train de parler contre un médicament, et puis les patients qui reçoivent ces vidéos, qui les voient, et puis qui les croient, parce que ce sont des médecins qui sont bien connus. Et puis ça, c'est grave, parce que l'impact sur la santé des patients, il est très, très réel, et puis il y a une réaction très, très forte. Et puis une fois qu'une vidéo est partie, même si on la retire, et puis c'est très difficile de retirer une vidéo, le mal est fait, parce qu'elle est déjà disséminée. Donc, côté santé, côté finance, pareil. Il y a un cas qui était super, qui nous a giflé, en fait, tous qui travaillent sur la question de la désinformation, où il y avait une personne, une employée, qui était dans une rencontre avec ses directeurs, et ils étaient dans une rencontre Zoom. Et puis, elle croyait qu'elle était avec ses directeurs, et puis l'équipe. Et puis, ses directeurs lui ont demandé de faire un transfert de 25 millions de dollars. Alors, on est tous et puis toutes dans des rencontres vidéo Zoom. Alors, on croit que la personne face à nous, elle est réelle, alors que la personne, les groupes, toute l'équipe n'était pas réelle, et puis l'employé a fait le transfert de 25 millions de dollars. On n'a jamais pu récupérer l'argent, on n'a jamais su qui est derrière ce transfert-là, mais ça a existé. Donc, côté finance, dans n'importe quel... Il y a même des CEO qui sont deepfakés avec leur voix, et puis les employés qui reçoivent la voix du CEO qui est en train de faire des commandes, ainsi de suite. Donc, n'importe quel contexte, en fait. Aujourd'hui, on a vu ça dans les écoles. Il y a même des jeunes qui, avec une application qui s'appelle des nudes ou quelque chose pareil, qui prennent des photos de leurs camarades, et puis les dénudent, et puis après partagent ça dans leur réseau. Donc, il y a partout cette utilisation non éthique de l'IA qui crée, oui, de la désinformation, mais aussi de la fraude. Et puis, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des vidéos qui sont réelles à 100%. Dans le temps, on voulait vraiment s'assurer, il faut vraiment comme aller voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais maintenant, même si ça n'a pas l'air vraiment de vrai à 100%, ça passe parce qu'on est submergé par toute l'information. Donc, il y a ce côté-là, il y a la côté de... Mais encore une fois, quand on parle de la désinformation, il y a la désinformation où on crée du faux pour faire du mal. Il y a la mésinformation quand on reçoit de l'information qui est fausse, mais on ne sait pas qu'elle est fausse et puis on la partage. Donc, il n'y a pas une mauvaise intention, mais on fait partie de la dissémination du faux, même si, alors qu'on ne le connaît pas. Donc, ça, c'est grave. Il y a la malinformation où on reçoit quelque chose qui est valide et puis on le partage juste pour faire du mal. Et puis, il y a la sous-information où on veut vraiment comme cacher, en fait, limiter ou filtrer l'information pour qu'elle n'arrive pas. Et puis, dans ce cas-là, et puis c'est l'exemple que je voulais vous montrer, il y a une utilisation de l'IA qui n'est pas pour... Ce n'est pas un deepfake, ce ne sont pas des deepfakes, mais une utilisation de l'IA pour créer vraiment des médias synthétiques pour disséminer une information quand l'information, elle est vraiment comme submergée par d'autres formes d'information. Je vais vous montrer une vidéo
dans le contexte de la guerre iranienne, l'attaque US-Iran. Et puis, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, Trump, il est l'héros des deepfakes. Donc, il submerge tous les réseaux sociaux, surtout X et puis Truth Social, avec ses vidéos en train de dire plein de choses. Alors, face à toute cette vision et puis la perception de l'Iran, il y a un groupe qui a émergé qui s'appelle Explosive Media. Si on peut faire jouer la vidéo, s'il vous plaît. Je pense qu'on a compris le principe. Nadia, Donc, juste que dans quelle mesure ça vient jouer dans nos têtes, tout ça? Ici, c'est hyper important parce qu'ici, on combine. Tout d'abord, c'est un groupe de jeunes qui a réagi pour vraiment comme montrer une autre image de l'Iran et puis la raison pour laquelle il y a ces attaques-là. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'ils combinent un jeu d'enfant avec une guerre qui est vraiment comme féroce et agressive, ainsi de suite. Et puis, le but, c'est vraiment de faire passer le message d'une façon qui est la plus réceptive, puis facile après à partager. Donc, vous voyez ici, voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de script, il n'y a rien d'expliqué, mais on comprend tout. Et puis, la musique joue le fait que les Legos sont utilisés, quelque chose qui est très facile. On ne va pas résister, donc ça rentre très facilement. Et puis, depuis, il y a eu vraiment comme énormément de partage. Et puis là, les vidéos, c'est comme à chaque fois qu'il y a quelque chose, la vidéo génère très rapidement. Et puis, le fait que c'est de l'intelligence artificielle, une vidéo comme ça génère en 3 heures. C'est fait. Et puis, avec la musique et tout. Donc, c'est hyper rapide. Et puis, aussi, c'est comme, on est présentement dans une guerre informationnelle dans le contexte de l'Iran, de l'US, ainsi de suite. Donc, on parle de la désinformation, mais on parle aussi d'un jeu de force qui va pouvoir être le plus présent sur nos téléphones pour vraiment passer pour vraiment contrôler un peu notre perception des choses et puis nous faire passer l'information qu'on a besoin de savoir. Donc, ouais. Intéressant. Si on allait voir Kathleen maintenant. Kathleen, vous donnez des formations aux enseignants, puis quand on a préparé la conférence de ce soir, vous nous disiez que les enseignants sont un peu démunis face à tout ça. Quel genre de formation on va leur donner pour les préparer à enseigner et à comprendre, pour que leurs élèves comprennent ce qu'on vient de voir, ce dont on parle depuis le début de la soirée? Oui, mais c'est sûr que ces contenus-là, le produit par l'IA, c'est arrivé très, très vite dans nos vies. Là. Ça fait quelques années à peine et c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de tellement réagir à tout ça. Puis, on sait qu'effectivement, les enseignants se sentent pas nécessairement outillés là-dedans. D'ailleurs, au début du mois, le Radio-Canada rapportait qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui disaient « bien, on a besoin d'outils pour pouvoir enseigner à nos élèves comment réagir à tout ça. » Puis ça rejoint d'ailleurs un sondage de la Fédération des syndicats de l'enseignement qui disait qu'il y a juste il y a 67% des enseignants qui disent qu'ils ont des connaissances vraiment juste de base ou très faibles sur l'IA, et 46% qui disent qu'ils n'ont reçu aucune formation. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette formation-là pour les enseignants, pour les outiller, d'autant plus que tout ce qui touche la désinformation et l'intelligence artificielle, bien, c'est des concepts qui sont obligatoires là, dans le cours de culture et citoyenneté québécoise. Donc, c'est vraiment important. Ils doivent enseigner ces choses-là, mais ils n'ont pas nécessairement
les connaissances qu'il faut. Et donc, ben, ce qu'on veut, c'est déjà expliquer un peu comment ça fonctionne. Comme on en parlait tantôt, là, des fois, les gens ne comprennent pas exactement le fonctionnement de l'IA. C'est un peu comme de la magie. Il y a comme des rumeurs que ça peut faire ci, ça peut faire ça. Donc, déjà, leur expliquer tout ça, mais parler aussi de plein d'enjeux. La désinformation, c'en est un gros. Mais il y a aussi des enjeux de vie privée, de droits d'auteur, tout ce qui touche les biais, les stéréotypes, les hallucinations, on en entend souvent parler. Et donc, ensuite, bien, on essaie justement de les aider à accompagner les élèves sur une utilisation intelligente de l'IA, parce que juste dire, on peut pas dire « Ah non, on oublie que, tu sais, on n'en utilise pas, on l'interdit ». Donc, je pense qu'il faut vraiment accompagner les jeunes là-dedans, donc dans leur utilisation, mais aussi sur la façon de réagir à ces contenus-là lorsqu'ils les rencontrent sur les réseaux sociaux. On sait que les jeunes, c'est là qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux. Et donc, de développer là, des bons réflexes face à ces contenus-là et de ne pas juste regarder ça puis de prendre ça pour du cash, comme on dit. Du côté de Marie, dans la salle d'information, est-ce que ça change le travail des journalistes? Ben, tout ça, là? je vais devoir être transparente, Richard. Moi, j'ai quitté la salle des nouvelles, ça fait déjà 14 ans. Oui, mais tu travailles quand même au quotidien mais avec je travaille au quotidien avec des journalistes. Mais je nous regardais et écoutais ça, puis c'est normal maintenant que quand on consomme de l'information, c'est le doute qu'on a en tête. On questionne les choses. On est dans une tempête parfaite. La technologie pour manipuler les images, elle est facile, efficace, très peu coûteuse. Ça a coûté 15 $ faire la vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est simple, ça ne prend pas d'étape de montage. Avec un simple téléphone, on y arrive. La société, on le dit, est polarisée plus que jamais. Alors, c'est facile de laisser sortir des messages qui divisent les camps rapidement. Et depuis que les médias traditionnels, nous n'avons plus notre place sur Facebook, sur Meta, il y a eu un vide. Puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a un vide? On le remplit. Puis, vous avez remarqué sur vos fils Facebook à quel point les choses ont changé depuis quelques années, là, depuis 2 ans. Il y a de moins en moins de nouvelles de vos gens, des gens que vous aimez. C'est la tempête parfaite. Et cette espèce de côté sceptique qu'on a maintenant comme consommateur d'informations, comme citoyen, il faut le cultiver. Mais là où ça devient encore plus compliqué, c'est quand des organes officiels comme un président des États-Unis, la Maison-Blanche, diffusent des images qui sont, oui, clairement faites à partir de l'intelligence artificielle. La photo de Donald Trump en Jésus, qui n'est pas Jésus, dit-il, en médecin, c'est clairement de l'intelligence artificielle. Sauf que ça émane de son compte. C'est le président des États-Unis. Quand la Maison-Blanche a relayé la vidéo promotionnelle immobilière, l'idée que Donald Trump avait de ce qu'il allait faire avec Gaza. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? C'était une brochure immobilière. Les plus vieux qui ont lu Le domaine des dieux d'Astérix, moi, j'ai eu cette référence-là. Mais c'est relayé par la Maison-Blanche. Alors, on a un doute. Alors, on est mêlé. Puis, même si tu as les meilleurs réflexes, puis tu veux être informé, c'est normal de se poser la question, qui croire? On peut même aller plus loin en parlant du dividende du dividende du menteur, c'est-à-dire que Donald Trump peut même dire cette vidéo-là est fausse alors qu'elle est vraie. Vous avez travaillé là-dessus. On est rendu là maintenant aujourd'hui. Parce que c'est ça, c'est comme aujourd'hui, on n'est pas juste en train de vraiment comme essayer de trouver le faux, on est en train de protéger le vrai. Et puis c'est ça notre défi, vraiment. Aujourd'hui, c'est comment s'assurer ensemble qu'on est en train de construire une façon qu'on puisse ensemble déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais ajouter, c'est ça, surtout avec l'instantanéité des réseaux sociaux. Tu sais, on voit des images. On va pas prendre. C'est pas vrai que les gens prennent le temps de vérifier chaque chose qu'ils voient sur leur fil. Fait que c'est ça aussi quand je parle d'inonder l'écosystème de l'information. Lorsqu'il y a des fausses informations, c'est pas juste de l'IA. C'est vraiment le cas avec
de nombreuses informations sur les réseaux sociaux, les rumeurs et des choses comme ça, des informations non confirmées, bien, l'IA vient juste s'ajouter à ça, s'ajouter au chaos informationnel. Puis comme on veut toujours des réponses instantanées, des fois, on va partager sur le coup de l'émotion parce que ça suscite des émotions vives, alors que le réflexe devrait être de prendre un pas de recul, de ne pas croire sur parole ce qu'on voit. Mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire là, une fois qu'on défile sur nos fils. Ouais, maman a parlé peut-être de ce qui nous rend vulnérables avec tout ça. On le sait, on utilise beaucoup, c'est de l'émotion, hein, ce sont des biais cognitifs. Hein, on court-circuite notre façon de penser en se servant de biais cognitifs pour nous faire réagir. Et ça, c'est amplifié par les mécanismes de l'IA. Je ne sais pas si quelqu'un veut élaborer là-dessus. Oui, absolument. On sait que si on pense à une voiture blanche, on va voir énormément de voitures blanches. Donc, pareil, sur les réseaux sociaux, on a toute la question de l'information qui va se répéter à force de se répéter, on va croire que c'est vrai. Il y a aussi la question du faux souvenir qui se crée. Alors, même si on sait qu'une vidéo est fausse, elle est déjà dans nos souvenirs. Et puis, on va réagir à partir de ça, ainsi de suite. Et puis, quand on a parlé de réactions, vraiment comme d'émotions qui vont sortir. Et puis, toute la question de la polarisation. Bien sûr, quand je vais recevoir une vidéo qui va vraiment comme venir soutenir mes pensées, ma façon, mon camp, je vais la croire parce que ça va venir renforcer mes croyances. Et puis automatiquement, je ne vais pas checker parce qu'elle vient valider exactement ceci. Donc, ça va venir. Et puis en plus, on a les algorithmes sur les réseaux sociaux qui vont s'assurer. Donc, il y a les biais cognitifs, les algorithmes qui vont s'assurer. Et puis, on sait que sur les plateformes, ils s'en foutent carrément si on est en train de partager parce qu'on le croit, parce qu'on ne le croit pas, parce qu'on réagit. L'important, c'est vraiment comme cliquer. Alors, le bouton de partager, en fait, à chaque fois qu'on clique dessus, c'est un acte politique, ou bien c'est un acte de résistance, ou bien c'est un acte de quelque chose. C'est une action qu'on est en train de faire, et puis c'est ça les plateformes qui veulent, n'est-ce pas? Et puis on a parlé tantôt de l'attention. Il y a l'attention et puis le partage qui travaille sur nos biais cognitifs pour qu'on vraiment partage le plus rapidement possible et puis qu'on s'assure de recevoir ça quand on est épuisé, qu'on n'a plus vraiment comme le temps de partager, puis que ça fait bouger nos émotions. En même temps, tu rappelais, quand on avait discuté de ce problème-là, Nicolas, que c'est vieux comme le monde, les biais cognitifs qu'on utilise pour frauder ou pour nous tromper. Hein. Bien, surtout, tu sais, quand on parle de désinformation, le biais de confirmation vient rapidement jouer parce que si on parle c'est déjà le cas, comme je disais, pour des rumeurs, pour des informations non confirmées. Si ça confirme nos biais, on a plus tendance à y croire, mais pour l'IA ou pour des fausses images, c'est la même chose. Disons qu'il y a des images de guerre, des crimes de guerre qui sont partagés, on voit ça. Il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « c'est de l'IA ». On va dire « ah ben la personne a dit ça, finalement j'y crois ». Ou le contraire, on peut dire « j'ai passé l'image dans le détecteur d'IA, ça dit que c'est pas de l'IA alors que ça l'est ». Donc ces détecteurs-là sont éminemment peu fiables, ça vient ajouter au chaos informationnel. Et c'est ça, donc les mécanismes préexistants à l'IA sont encore en jeu dans ces cas-là, mais l'IA vient juste compliquer la donne encore plus, puis vient ajouter à ce chaos-là. Kathleen, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Oui, bien parce qu'on parle du biais de confirmation, donc c'est ça, cette tendance-là à vouloir chercher ce qui confirme nos croyances. Puis ce qui est aussi un petit peu pervers, c'est que même lorsqu'on utilise des agents conversationnels comme ChatGPT, mais ces agents-là, ils sont programmés pour dire la même chose, dire « Oh, bravo, c'est une bonne idée, oh, félicitations, c'est un bon point que tu soulèves. » Et donc, bien ça vient encore plus diminuer le réflexe de se remettre en question. On se fait confirmer qu'on a notre vision des choses, c'est la bonne. Et donc, ça aussi, ça contribue à renforcer là, ce biais-là qu'on a tous, là. Les exemples sont très frappants. Il y a des vidéos qui ont beaucoup circulé récemment. C'est un gars qui s'amuse à niaiser ChatGPT de cette manière-là. Donc, il porte une casquette super laide. Il fait une grimace. Il dit « Est-ce que je suis beau? Est-ce que ma casquette est belle? » Oui, t'es vraiment beau. La casquette te fait super bien. Fait que ça, c'est un exemple rigolo. Mais tu sais, quand on applique ça à des enjeux plus sérieux, on voit jusqu'où ça peut aller, là. Exactement. Moi, j'amènerais ça aussi pour vous parler des fraudes, parce que ma présence au panel est justifiée par ce qui m'est arrivé. En 2022, j'ai revérifié, Richard, dans mes archives. J'ai officiellement porté plainte au service de police de la Ville de Québec, alléguant qu'on avait usurpé mon identité pour frauder des gens. Alors, c'est vrai? Oui, allons-y. Au Canada, le diabète sera terminé pour toujours. Le docteur Christian Fortin a révélé le secret le plus sale des compagnies pharmaceutiques qu'on cachait aux gens depuis 66 ans.
Comme il s'est avéré, les pharmaciens gagnent simplement de l'argent sur des médicaments coûteux qui n'aident en rien votre organisme à lutter contre le diabète, mais au contraire, aggravent la situation. Le docteur Christian Fortin a découvert la vérité ça vous donne et a une idée. créé une boisson. Et ça, c'était déjà la fraude prise 2. Parce que la prise 1 est arrivée 1 an et demi avant ça. Je vendais des gélules keto pour faire maigrir. Wow! Ah, exactement. Même si on a des bons réflexes, les arnaqueurs viennent chercher quelque chose de très fragile chez les gens. L'envie de s'enrichir, perdre du poids rapidement et rencontrer l'amour. C'est ça. Le bonheur, hein, c'est ça. Et les arnaqueurs, ils savent sur quel bouton appuyer. Et l'idée, la première fraude, c'était un long texte avec des photos de moi. Et le texte était rédigé au « je » et je consomme ces pilules et ça fonctionne. Je ne vais pas au gym. C'était très convaincant pour quelqu'un la première fois. Mais quand tu l'as vu, toi, la première fois, comment tu as réagi? Oh, j'étais fâchée. J'étais fâchée parce que ils m'ont volé quelque chose qui est précieux, c'est-à-dire ma crédibilité. Puis dans mon travail, ça prend des années avant d'aller chercher ça. Et là, ils attaquaient quelque chose qui est important pour moi. C'est une des valeurs premières. J'aborde mon métier toujours avec ça en tête. Puis là, ils venaient toucher à ça. Ils me faisaient dire des choses qui ne sont pas vraies. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui sont tombés dans le piège. Parce que moi, je reçois des messages. « Bonjour, Ève-Marie, j'ai commandé le produit. Sais-tu quand est-ce que je vais le recevoir? »« Bonjour, Ève-Marie, j'espère que ça va fonctionner. Je ne sais plus quoi faire pour maigrir. J'en ai commandé 3 paquets, mais personne ne me répond au numéro de téléphone. Quand est-ce que je vais le recevoir? » C'est des dizaines de dollars, des centaines de dollars. C'est des gens qui ont cru en moi. Et ça fait... c'est difficile à accepter. En portant plainte aux policiers, c'est que mon intention, c'était que quelqu'un se fasse dire « Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas être puni parce que tu as fait ça. » Tu es allé voir, tu as essayé de contacter quelqu'un chez Média, tu as porté plainte aux policiers, tu dis d'abord, TVA, d'abord qu'est-ce que j'ai c'est? cherché le numéro de téléphone de Facebook. Le service à la clientèle pour dire Facebook, je suis pas satisfaite. J'ai jamais pu avoir de l'aide. Même le service informatique chez Québécois, ils ont eu beaucoup d'empathie pour moi, mais c'est un cul-de-sac, on peut rien faire. Les policiers ont dit, on va mener enquête, jusqu'à ce que les collègues de l'émission JE mènent eux aussi leur enquête. Et ils ont trouvé une boîte de fraude, probablement en Turquie. Ça émane probablement de là. Curieusement, au même moment, les policiers m'ont appelé pour dire que l'enquête avait fait du chemin et qu'ils concluaient que c'était à l'extérieur du pays. Donc, ils n'avaient pas l'autorité pour soit procéder à des arrestations ou même enquêter un peu plus. Donc, ça donne rien. Personne ne va se faire dire « tu n'as pas le droit de faire ça ». Et ça a continué pendant combien de temps avant que des victimes cessent de t'appeler pour te dire j'ai été piégé par ça? Ça continue, ça a duré presque 4 ans. Quand même. Puis là, je suis pas à l'abri parce qu'ils vont peut-être refaire d'autres choses. J'aurais quand même toujours une question. Comment ça se fait que j'ai été, moi, ciblée? Alors, ça correspond à un moment où, effectivement, j'ai perdu du poids. Et publiquement, on a vu le Ève-Marie avant et le Ève-Marie après. Michel Charette, qui est une personnalité publique, aussi a perdu du poids. On a vu le Michel avant, le Michel après. Lui aussi, il a été fraudé. Nathalie Simard, qui a eu une chirurgie bariatrique, dont elle a parlé publiquement. Tu sais, sa silhouette a changé. Moi, je me suis toujours dit, il y a quelqu'un, donc, au Québec qui nous voit et qui alimente quelque chose. Moi, c'est ce gars-là ou cette fille-là que je veux trouver. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Nicolas? Mais alors, ça revient juste à quel point on est vulnérable. C'est que ça vient bousculer et répondre à des besoins qui sont humains.
encore une fois, comment on a pu cibler des vedettes québécoises? C'est quoi le mécanisme? C'est super compliqué. C'est sûr que ça revient à l'économie des plateformes parce qu'on s'entend, tout ça passe par des publicités sur ces plateformes-là que des gens se paient. Tu mentionnais que les pilules viennent de la Turquie, c'est ça? Ouais, la fraude vient de la Turquie. C'est ça. L'usine des pilules serait aux États-Unis. Souvent, ça marche par marketing d'affiliation, ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont travailler à la pige pour des entreprises pour placer des publicités et ils sont payés à chaque vente. Donc, même si la compagnie est basée outre-mer, il y a des gens peut-être au Québec qui se tiennent à l'affût de l'actualité, qui achètent des publicités, qui capitalisent sur des événements d'actualité pour aller chercher les gens. Donc, c'est vraiment très multifacette. Ça se passe dans plusieurs pays. Puis souvent, les affiliés comme ça qui travaillent pour placer les publicités vont travailler à partir de comptes volés, de comptes qu'ils peuvent acheter aussi sur le marché noir pour quelques dollars. Là. Donc, c'est hyper complexe, c'est hyper difficile de retrouver ces gens-là. Et très souvent, effectivement, les forces de l'ordre peuvent rien faire. Dans certains cas, ça peut être des pilules comme ça où est-ce que les gens finalement vont payer des abonnements super chers. Ça peut être des arnaques à la crypto-monnaie où est-ce que les gens vont perdre les économies d'une vie. Et tu le mentionnais, ça menait à un article avec des photos de toi, etc. Donc, parfois, l'APA, la publicité elle-même, on n'a même pas besoin de l'intelligence artificielle. On a juste besoin d'aller peser sur des bons boutons. Mais maintenant, avec des hypertrucages qu'on peut aussi faire pour quelques dollars seulement, ça vient ajouter encore plus de crédibilité à ça lorsqu'on voit la personnalité publique à laquelle on fait confiance, qu'on voit à l'écran tous les soirs, tous les matins. Donc ça améliore, ça facilite le travail des fraudeurs qui, parfois, vont s'inspirer effectivement d'éléments culturels, de référents communs pour aller chercher les gens comme ça. Nadia, vous avez fait, vous, une expérience, pour changer un peu de sujet, vous avez fait une expérience qui montre à quel point ça peut être facile de créer des hypertrucages. Vous avez 2 groupes cibles là, avec qui vous avez travaillé. Racontez-nous l'expérience parce que c'est vraiment intéressant. En fait, c'est ça, c'est comme quand on entend tout ça, on sait qu'aujourd'hui, là, il faut vraiment que les citoyens soient équipés, n'est-ce pas, pour pouvoir contrer, en attendant tout ce qui est légal, en attendant que les plateformes réagissent, ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait avec un premier groupe de 18-24 ans et puis un groupe de 65 ans et plus. On sait que la sensibilisation est importante, mais quand je parlais avec les personnes, je leur disais, je montrais des exemples, et regardez, il y a des deepfakes dans différents contextes, ainsi de suite, c'était comme, yes, OK, parfait, et puis rien ne bougeait vraiment, ils n'étaient pas très touchés. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de les faire des hypertrucages. Donc, que ce soit avec les jeunes ou bien les personnes aînées, on a fait des ateliers où les personnes se sont transformées à des deepfakers. Et puis, on est passé à travers tout le processus de vraiment déterminer, OK, quelle est la fraude ou bien quelle est la désinformation qu'on veut faire circuler et réfléchir comme des deepfakers, vraiment réfléchir aux biais cognitifs, aux messages, aux groupes qu'on veut vraiment viser, et puis utiliser des applications de deepfake qui sont accessibles vraiment comme presque gratuitement là, sur nos téléphones. Et puis les 2 groupes, en 3 heures de temps, ont réussi à faire toute une campagne de désinformation avec leur téléphone portable. Et puis, ce qui est sorti, c'était que ce soit le groupe, les jeunes ou bien les personnes aînées, c'était la même réaction comme oh mon Dieu, là, c'est comme, tout d'abord, ils étaient curieux pour créer tout ça, c'est pour cela qu'ils ont embarqué dans ma recherche, mais après, ils étaient les 2 choqués avec le même choc. Ils ont dit, si moi, je suis capable de le faire en 3 heures de temps, OK, les personnes qui sont expertes, qui veulent vraiment frauder, de quoi les personnes sont capables de faire? Et puis, on a commencé à réfléchir parce que c'est une recherche, et puis il y a tout le côté éthique, et puis je veux vraiment comme les aider à vraiment développer leur agentivité numérique. Donc, après qu'ils étaient des deepfakers et puis ils ont découvert qu'est-ce que ça prenait, là, on s'est transformé à des personnes, à des groupes qui vont contrer ces désinformations. Et puis, on a réfléchi ensemble, que ce soit les groupes des jeunes ou bien les personnes aînées, comment faire de sorte à vraiment comme trouver des moyens qui sont accessibles à nous comme citoyens, des petits moyens. Chacun a sa compétence et puis sa force et puis son network pour pouvoir vraiment aider notre communauté, aider les personnes autour de nous à se protéger contre tout ce faux qui existe. Et puis, c'était extraordinaire parce que ce qui est sorti, encore une fois, chacun dans ce groupe, les jeunes, leur première réaction, c'était comme, oh my God, non, on partage très rapidement. Là, on va vraiment prendre du recul, puis on va réfléchir à toute la circulation. En fait, quand on arrive, on reçoit un message
ou bien quelque chose sur notre mur, là, il faut vraiment pas juste dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais pourquoi on le reçoit? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut nous faire réagir? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il veut nous informer quelque chose ou bien il veut qu'on réagisse à quelque chose? Donc, vraiment réfléchir à ceci. Puis les personnes aînées ont réfléchi énormément à la question des fraudes, à la question de vraiment les autorités médicales, financières, ainsi de suite. Donc, il y a eu toute cette réflexion. Et puis, je vais finir avec un truc qui est très basique. Les personnes, comme du côté des jeunes, je faisais ça durant la COVID, et puis un jeune m'a dit, si moi, je raconte ça à ma blonde, et puis ma blonde parle à 5 personnes, puis chacune de ces personnes parle à 5, on va contaminer les personnes avec un peu de recul, comme la COVID le fait. Et puis des personnes aînées, ils m'ont dit, mais nous, on se rencontre parfois entre nous, on parle, il faut absolument qu'on s'en parle. Et puis quand on retrouve notre famille autour de la table du souper un dimanche ou peu importe, là, il faut qu'on s'en parle. Et puis là, maintenant, on a les mécanismes et puis on a la compréhension qu'est-ce que ça veut dire un deepfake. Donc c'est vraiment passer de la question de sensibilisation et puis en parler à vraiment faire de l'expérience pour réaliser puis se réveiller que c'est vraiment très facile et puis c'est vraiment très grave. Catherine, toi, dans les formations que tu donnes, les peurs des professeurs, quand tu entends ton processus, quand tu fais de la formation, ils arrivent avec quel genre de peur? Parce qu'on vient de voir, là, il y a des appréhensions, il y a des postures à prendre. Toi, comment ils se présentent devant toi? Bien, moi, en fait, la formation est en ligne, fait que je ne les ai pas comme devant moi en réaction, mais on a des commentaires qui nous viennent après. Puis, c'est sûr que du côté des enseignants, il y a quand même une grosse préoccupation à propos de l'utilisation par les jeunes eux-mêmes, parce que c'est ça, c'est facile de faire des deepfakes, bien, c'est facile d'aller faire un faux travail de français, des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui les préoccupe beaucoup, là. Donc, comment on peut reconnaître ces travaux-là? Est-ce que c'est possible encore? Puis aussi, c'est réfléchir là, aux alternatives pour évaluer les élèves, pour évaluer les apprentissages. C'est sûr que c'est un gros changement pour les enseignants. On peut penser, si on veut faire une petite analogie, bien, quand les calculatrices sont devenues disponibles, bien, on a arrêté les profs de maths, bien, ils ont été obligés de revoir un peu ce qu'ils évaluaient parce que juste d'évaluer le calcul, c'était plus nécessaire. Donc, mais là, ce qu'on vit, c'est pas comparable, c'est d'une ampleur complètement différente, mais ça donne une idée de ce que ça représente là, pour les enseignants de modifier un peu toute la façon d'évaluer tout ça. Ça, c'est quelque chose qui les inquiète, c'est certain. Si je peux ajouter un élément aussi qui, je crois, qui est c'est un défi en fait en enseignement et puis dans le temps, on disait voici la liste des choses que vous pouvez vraiment checker pour savoir si c'est vrai ou faux. Il y a 6 doigts, il y a les lèvres qui bougent, ainsi de suite. Aujourd'hui, comme enseignante, et puis j'ai pas le droit de donner une liste à mes groupes parce que ça crée le faux sentiment de confiance. Parce que dès que je leur dis, faites attention à X, Y et Z, mais la technologie est en train d'évoluer tellement rapidement, et puis les deepfakers et puis les personnes malveillantes sont tellement en train de dépasser toutes ces vraiment comme façon de détecter que, en fait, je suis en train de mettre plus en danger les personnes à qui je donne les listes. Donc, aujourd'hui, je ne donne plus les listes. Quand quelqu'un me dit qu'est-ce qu'on doit faire, là, il y a toute la réflexion que, bien sûr, qu'on passe à travers. Mais même les listes qu'on avait dans le temps, là, c'est contre-productif, en fait. Oui, puis il faut faire vraiment aussi attention. Il y a des enseignants qui vont demander mais est-ce qu'il existe des logiciels pour détecter les travaux faits par l'IA ou tout ce qui est... même au niveau de la détection là, des images, des vidéos. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ces logiciels-là, ça ne fonctionne pas du tout. Là, dans les deux sens, là, des fois, ils vont échapper des trucs qui sont des produits de l'IA et d'autres fois, ils vont dire « Ah non, 95% sûr que ça a été fait par l'IA ». Puis c'est pas le cas. Donc, avec les élèves de cégep. En fait, pour l'anecdote, il y a une amie de ma fille qui s'est fait dire qu'il fallait qu'elle reprenne son examen quand finalement ça a été réglé, là. Mais c'est une très, très bonne élève, puis elle avait été flaguée, si on veut. Mais donc, c'est ça, ces logiciels-là, ils ne fonctionnent pas, donc c'est problématique. Sur les outils, vous en utilisez beaucoup, les outils grand public, ce qu'on trouve sur le net, c'est plus ou moins fiable aussi.
Non, je l'utilise pas, justement parce que c'est pas fiable. C'est ça. Bon, ben, c'est encore mieux. Ouais. Non, c'est ça. En général, les détecteurs d'IA, que ce soit pour du texte, que ce soit pour des images, des vidéos, c'est très, très peu fiable. Puis c'est plus une source de confusion qu'autre chose parce que les gens, comme on disait tantôt, vont s'en servir pour confirmer leur billet. Puis on le sait, dans les institutions scolaires aussi, les profs ne peuvent pas se baser juste là-dessus pour dire si un étudiant a triché ou pas, là, ou un élève encore. Donc, c'est ça, ça crée un faux sentiment de sécurité, comme le disait Nadia, d'utiliser des outils comme ça. Fait qu'il faut vraiment davantage s'exposer à ces contenus-là, essayer de comprendre c'est quoi peut-être l'esthétique de ces choses-là, essayer de trouver d'autres indices, mais à mesure que la technologie avance, ça devient de plus en plus compliqué. Ça reste possible. On voit, par exemple, pour des vidéos ou des photos, parfois, l'IA ne comprend pas la physique. Notamment, je parlais tout récemment avec Hani Farid, qui, lui, est vraiment, c'est un Américain, c'est vraiment une sommité mondiale en termes de détection d'images. Il est le chef technologique d'une entreprise spécialisée dans la détection d'images synthétiques. Et lui, il va vraiment plus loin que juste des outils. C'est vraiment des analyses en profondeur de est-ce que les lignes de différentes ombres marchent, des choses comme ça, les mouvements, c'est des analyses beaucoup plus poussées que des outils en ligne, tout simplement, n'ont pas la capacité de faire. Cela dit, de plus en plus, il y a des standards de filigrane qui commence à être rendu public, donc du watermarking, souvent invisible, c'est-à-dire que on va générer une image ou une vidéo par IA et on peut ensuite l'envoyer à un outil comme Google, Gemini de Google, et ça va pouvoir nous dire si c'est Gemini qui a créé ce contenu-là. Et on voit que d'autres entreprises adoptent maintenant le filigrane que Google a développé, ça s'appelle SynthID. Donc là, ça commence, mais c'est tard. Là. Je veux dire, ça fait longtemps que ça existe et ces entreprises technologiques-là ont juste dit on va lâcher ces outils-là dans le grand public et il faut que la société s'adapte. C'est ça le discours des géants du web, c'est ça le discours des entreprises techno. Puis on le voit dans les écoles. C'est ça la plus grande chose. Ça vient chambouler l'éducation, ça vient chambouler la manière que les élèves apprennent, ça vient créer une paresse intellectuelle et ces entreprises-là disent à la société adaptez-vous. Encore une fois, c'est l'auto-régulation des entreprises elles-mêmes sans aucune notion gouvernementale ou encadrement gouvernemental. C'est un enjeu, en fait, justement, qui est plus large puis qui touche le cas de Eve-Marie. Dans le fond, est-ce que Meta ne devrait pas avoir une responsabilité de partager des trucs comme ça? Mais réglementer les entreprises technologiques présentement, ça se fait pas, là. L'administration, je veux dire que ça ne se fait pas présentement. L'administration Trump va bloquer plein de tentatives de réglementation sous prétexte qu'il faut garder ces compagnies-là compétitives par rapport à la Chine. Puis ça va nous affecter même au Canada. Là, il y a eu des lois qui sont des projets de loi qui existent et il y a des pressions de Washington pour dire c'est de la concurrence déloyale contre nos entreprises. Donc, au niveau de la réglementation... c'est difficile présentement, là. Avant de parler de ce qu'il fait au Québec, si vous avez des questions maintenant sur ce qui s'est raconté jusqu'ici, vous pouvez prendre le micro puis pour les poser. Sinon, on poursuit. Moi, j'aimerais savoir plus une élaboration sur c'est quoi le principe du filigrane que vous avez, ça fonctionne comment? Oui, c'est invisible, en fait. Donc, à l'œil nu, on ne le voit pas. Mais lorsqu'on va générer une image, par exemple, avec les outils de Google, cette image-là, en le passant dans Gemini, c'est-à-dire le robot conversationnel de Google, ou même dans Google Images, ça va être capable d'identifier que l'image a été créée par IA. C'est des techniques avancées. Moi-même, c'est pas moi qui l'ai développé, fait que je ne sais pas exactement comment ça marche, mais l'image survit même à être publiée ailleurs ou à être modifiée. Donc, même si on prend l'image, on la publie sur les réseaux sociaux, on la redimensionne, cette filigrane invisible, elle reste. Et selon plusieurs tests qui ont été faits, du moins, là, ça semble fonctionner assez bien jusqu'à maintenant. Donc, c'est Google qui a développé ce standard-là, SynthID. Il y en a d'autres qui existent qui, je dirais, fonctionnent moins bien. Mais la semaine dernière, Google a annoncé que plusieurs de leurs partenaires intégreraient ce filigrane-là. Pas de leurs partenaires, c'est leurs concurrents, en fait, mais intégreraient ce même filigrane-là à leurs produits. Donc, on voit OpenAI qui l'intègre, par exemple, ceux qui font ChatGPT. On voit Eleven Labs, qui est une des entreprises qui crée des voix synthétiques qui va intégrer SynthID de Google. On voit Kakao, qui est une entreprise coréenne qui est un peu comme le Google coréen. Donc, c'est peut-être un standard de l'industrie qui commence à se créer pour le nouveau type de contenu qui se crée. C'est surtout pour le contenu visuel ou audio, là, pas nécessairement pour le texte. Mais donc, ça c'est une des solutions possibles. Mais tu sais, si on utilise un outil qui n'intègre pas cette technologie-là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y aura toujours des entreprises qui ne vont pas s'adapter. Il y aura toujours des outils qui existent pour contourner ces filigranes-là. Et surtout, s'il y a des mauvais acteurs qui veulent désinformer ou autres,
ils vont probablement utiliser un outil qui n'utilise pas le filigrane. Fait que c'est pas une solution parfaite, mais ça commence tranquillement à être implanté. Mais est-ce qu'il y a juste Gemini qui peut détecter le filigrane de Gemini? Oui, ou si on fait une recherche inversée sur Google aussi. C'est sûr qu'il y a des chercheurs en des infos qui ont aussi accès à des outils, d'autres outils là, qui vont détecter ce synth ID-là. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contenu, on envoie à Gemini, on dit est-ce que tu peux faire une vérification de synth ID là-dessus? Il va nous dire si oui ou non il y a le filigrane dessus. Si je peux ajouter, il y a ça, mais aussi, par exemple, si vous utilisez LinkedIn, s'il y a une image qui est faite avec l'IA, on le voit comment dirais-je, comme le label, là. Quel outil? Il est... Pardon? Quel outil le fait? Ouais, et comme on voit que il y a une petite marque qui dit que ça s'est créé par l'intelligence artificielle, parce que le but c'est pas juste qu'il y ait un outil qui va détecter les filigranes, mais que le grand public puisse reconnaître rapidement. Donc de plus en plus, on est en train de passer vers quelque chose que le grand public puisse voir rapidement que ça en fait a été créé. Comment il s'appelle encore celui de OpenAI, les vidéos? Sora, merci. Ouais. Sur Sora, on avait vraiment, comme quand il y avait une vidéo qui est créée par Sora, on voyait vraiment le tampon de Sora pour informer que, en fait, c'est de l'IA qui a été créé. Et puis, j'ai rencontré une compagnie qui, là, essaie d'ajouter, parce que, comme on avait dit aussi, on est en train d'essayer de protéger la vérité, que si on pouvait commencer à ajouter comme aussi un watermark ou quelque chose qui certifie que la vidéo est vraie. Donc, il y a le côté que ça, c'est du faux, mais aussi pour confirmer que quelque chose est vrai, parce que, encore, on a parlé tantôt de Gaza et autres, on peut très rapidement douter d'une vidéo et puis croire que c'est de l'IA alors qu'elle n'est pas de l'IA. Et puis, il y a des vidéos qu'on veut absolument que le grand public sache que c'est du vrai. Un très rapide exemple que j'ai vu, je crois que c'était en Inde, où il y avait un expert deepfake, où un groupe politique le faisait passer des vidéos où ils étaient vraiment dans un endroit, comme en train de faire quelque chose de mal, et puis il demandait à ce que cette vidéo soit deepfakée pour que quand la vidéo sorte, ils sortent aussi la deepfake et puis disent mais ça c'est un deepfake alors qu'elle était réelle. Donc il y a tout ce jeu sur qu'est-ce qui est réel, je pourrais vous l'envoyer. Ça, c'est fou. C'est comme il était expert à faire deepfaker des choses juste pour que les politiciens ne soient pas accusés de quelque chose. Ils vont tout simplement dire « Ah, c'est un deepfake ». Donc, on travaille sur tout ça. Ouais. En attendant tous ces outils de détection des deepfakes et autres, il y a quand même un combat juridique qui s'est entamé sous l'impulsion de Marie-Claude Barrette, qui a aussi, comme toi, Marie, eu son image usurpée pour frauder, recours collectif qui a été accepté là, pour des pertes selon ce qui avait été déposé au tribunal là, de 30 000 $ pour certains individus, certaines victimes. 87 000, un homme a perdu ses économies en faisant confiance au conseil financier de l'animatrice Marie-Claude Barrette. Il y avait une vidéo qui circulait, surtout un texte aussi, qui invitait à faire des placements. Marie-Claude a fait un documentaire qui s'appelle « Marie contre Goliath », qui aura jeté les bases de ce qui est devenu son recours collectif. Donc là, elle a eu la permission d'aller de l'avant avec le recours collectif. On verra. Parallèlement à ça, puis je pense que Nicolas pourra compléter l'information, mais il y a le projet de loi 24 du ministre Simon Jolin Barrette. Ouais. Mais pour le recours collectif, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Meta s'est toujours défendu en disant que c'est juste un intermédiaire. Il n'est pas responsable. Est-ce que c'est un point de défense attaquable? Je vais juste vous lire, parce que, évidemment, moi, quand j'ai vu ces pages apparaître avec je me suis vue, moi, sur Facebook, vendre mes pilules. Donc, je me suis signalée. Et à un moment donné, j'ai signalé une page en réclamant la fermeture. Voici la réponse reçue par Meta. Nous n'avons pas supprimé la publication afin que notre processus d'examen soit aussi juste que possible. Nous utilisons les mêmes standards de la communauté pour examiner tous les signalements. Nous avons examiné ce contenu et conclu qu'il n'allait pas à l'encontre de nos standards de la communauté. Nous comprenons que cela puisse être frustrant. C'est pourquoi nous vous recommandons d'explorer les options disponibles pour contrôler ce que vous voyez. C'est baveux. Généré probablement par l'intelligence artificielle.
Alors, est-ce que oui ou non... La responsabilité... Ouais, la responsabilité de Facebook, est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer dans ce recours collectif-là? Ça reste à voir. Là. On a vu que le recours a été autorisé. Meta s'est défendu en disant qu'il n'est qu'un intermédiaire. Le juge n'a pas jugé que c'était un bon argument. Il a dit, effectivement, les publicités doivent passer supposément par un système d'examen. Les gens les signalent à répétition et rien n'arrive. Donc, le juge dit que non, Meta, dans ce cas-ci, n'est pas qu'un simple intermédiaire parce que, surtout, il collecte de l'argent sur ces publicités-là. Encore faut-il qu'un deuxième juge regarde ça pour être sûr qu'on peut effectivement aller de l'avant avec cette action collective-là. Donc, la Cour devra le confirmer. Jusqu'à maintenant, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu des cas semblables, Meta, effectivement, n'est qu'un intermédiaire. Il y a une section du Communications Decency Act, la FTC, donc qui régule les télécommunications aux États-Unis, qui les protège de cette manière-là. Mais est-ce qu'au Québec, finalement, on pourra donner l'exemple dans le reste du monde et tenir ces entreprises-là responsables? La question se pose, ça restera à voir. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais jusqu'à maintenant, c'est une défense qui a servi à Meta, malheureusement. Oui, on peut peut-être maintenant passer à ce que... Oui? Excusez-moi, c'est juste pour mon information. Je sais que Zuckerberg prétend être l'hébergeur. Et cette loi-là daterait de 82 et qui s'appuie encore là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est des lois qui n'étaient pas nécessairement élaborées lorsque l'Internet était ce qu'il est aujourd'hui. Fait que souvent, la réglementation est tardive, c'est ça qui arrive. Ouais. Le combat de Mme Barrette a mené justement un dépôt de projet de loi là, qui pourrait peut-être être adopté au mois de juin, c'est à voir. Et ça donnerait un pouvoir d'ordonnance à l'Office de la protection du consommateur et à l'AMF pour que cessent ces publications de publicité frauduleuse. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, ce projet de loi, ou ça te rend optimiste? Ou... c'est une belle volonté. Des amendes pourraient être données aux fraudeurs. Si c'est un individu, c'est 65 000. Si c'est une compagnie, c'est autour de 125 000. Il faut qu'ils puissent les arrêter, les trouver. Puis ça nous ramène à ce que je racontais au tout début, le cul-de-sac qui arrive rapidement dans l'enquête. En tout cas, je m'accroche quand même sur une chose. Il y a une volonté. L'autre chose, c'est que je trouve que ça démontre aussi de l'empathie pour les victimes, parce que les gens qui tombent dans le piège. Puis c'est facile de dire, ben voyons, c'est gros comme le bras, c'est une fraude, cette affaire-là. Je veux dire, Jennifer Lopez ne viendra jamais à l'aéroport de Montjoly, mais il y a des gens qui y ont cru parce qu'ils sont allés chercher l'émotion. Donc, ils ont mis de l'argent, puis ils ont payé le billet d'avion pour J-Lo qu'elle vienne à l'aéroport de Montjoly. C'est vrai. Ils vivent, ces gens-là, quand ils comprennent là, qu'ils sont tombés dans le piège, il y a beaucoup de honte, beaucoup d'isolement. Puis là, ben, c'est autre chose. Ne serait-ce que pour ça, que des gens puissent savoir qu'on va les écouter, les entendre, puis c'est pas de leur faute s'ils sont tombés dans le piège. Moi, je m'accroche à ça, mais ça va prendre un petit peu plus de mordant. Bien, toi, tu es plutôt critique par rapport au projet de loi, Nicolas. Moi, je suis l'oiseau du malheur un peu, là, mais on a parlé au ministère là, par rapport à ce projet de loi-là. C'est intéressant. Donc, les gens peuvent porter plainte à l'AMF, effectivement, et dire qu'une image d'une personne connue est utilisée pour vendre un produit frauduleux ou autre. Et par la suite, le gouvernement va demander, ou ces instances gouvernementales vont demander à la plateforme de retirer la publicité en question. Donc, on a demandé, est-ce que, disons, si c'est une publicité de Marie-Claude Barrette, ça obligerait Meta à enlever toutes les publicités qui utilisent l'image de Marie-Claude Barrette? On nous a répondu que non, c'est une publicité à la fois. Et les fraudeurs mettent en ligne des dizaines, des centaines de pubs. C'est un système, c'est une machine très bien huilée. Donc, je peine malheureusement à croire que ça va régler le problème. Et si on met ces entreprises-là à l'amende, c'est le gouvernement qui va récupérer les fonds. Donc, les victimes ne sont toujours pas aidées là-dedans. C'est malheureux, c'est mieux que rien. C'est bien qu'on commence à s'y attaquer. On voit aussi que le gouvernement fédéral, maintenant, veut mettre sur pied une unité dédiée à la cyberfraude. On sait que les moyens d'enquête du fédéral ont toujours été presque inexistants parce que lorsqu'on parle de cyber, là, souvent, la GRC va s'attaquer surtout aux images d'abus sur enfants, certains qui disent de la pornographie juvénile. Là. Donc ça, c'est vraiment la priorité des unités de cyber. Mais maintenant, on veut s'attaquer davantage à la fraude en ligne. On va mettre sur pied cette unité-là, je pense, cette année. Donc, ça commence, le gouvernement commence à agir, mais pour l'instant, c'est ça. Je demeure malheureusement un peu sceptique. Mais on va laisser la chance au coureur. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient d'aborder? Oui?
Ça tombe bien, c'est ça. Moi, je travaille dans un cégep, donc j'utilise les étudiants dans mon cas. Donc, les outils, puis donc ça passe par des compétences informationnelles, j'imagine que vous avez étudié, et donc ça passe, par exemple, par l'évaluation des sources actuellement. Quelques critères. Mais là, ces critères-là, habituels, donc le l'auteur, le compte, justement, la question des émotions, ça c'est important, déjà dans le titre, c'est accrocheur, tout ça. Mais souvent, dans justement l'évaluation de source, on va du moins pouvoir la consulter. Donc, je me demandais si vous aviez justement des recommandations, des solutions dans ce sens-là, de oui, appliquer les critères actuels, mais comment faire une bonne analyse. Une analyse rapide, mais justement une analyse d'une publication sans la cliquer, en fait, sans la cliquer parce qu'on peut pas, parce qu'on peut pas nourrir, mais on veut quand même avoir une bonne idée. Donc, comment réussir à scanner une publication sans participer au clickbait? Oui, bien c'est sûr que, tu sais, avec les jeunes, il y a cette sensibilisation-là à comprendre qu'est-ce que c'est une source qui est crédible, là, parce que des fois, on va dire « Ah oui, mais c'est une bonne source. » Ben oui, c'est mon meilleur ami qui m'a partagé ça, je fais confiance, mais OK, il faut aller un petit peu plus loin. Mais déjà, des fois, là, juste de regarder le nom du compte qu'ils partagent, là, quand c'est Anonyme 352 ou bien des trucs de genre Québec, Québec, Québec fier ou des trucs. Tu sais, des fois, il y a des noms, là, c'est comme, ou tu sais, genre 50 choses extraordinaires que vous ne savez pas. Tu sais, des noms un petit peu comme ça. Tu sais, déjà, on peut, même pas besoin d'aller cliquer tellement pour en savoir plus, là. C'est souvent, tu sais, juste en éliminant ça, on en élimine vraiment beaucoup, là. Si vous prenez la peine de regarder un peu toutes ces publications étranges-là, là, puis de regarder le nom des comptes, là, souvent, on les reconnaît rapidement. Des fois, oui, on n'aura peut-être pas le choix d'aller cliquer pour voir qu'est-ce qu'ils publient d'autre. Des fois, on va voir que vraiment, là-dessus, il y a vraiment des vidéos que c'est clair que c'est de l'IA. Bien, on peut se douter que ceux qui ont l'air un peu plus vrais, probablement que c'est de l'IA aussi. Donc, ça, c'est des choses importantes. Nadia l'a mentionné tantôt, puis je pense que c'est un élément important. Pourquoi quelqu'un veut me montrer ça? Pourquoi? C'est quoi l'intention? Est-ce que c'est de me vendre quelque chose? Est-ce que c'est de me convaincre d'une idéologie ou de me... Est-ce qu'il y a un intérêt derrière ça? Ça, c'est vraiment important là, parce que généralement, les gens publient pour une raison. Donc, déjà, juste... Parce que c'est vrai que c'est un peu décourageant, on regarde tout ça, mais juste vérifier ces petites choses-là, on en élimine déjà beaucoup. Puis aussi, de dire, de ne pas partager sans avoir lu ou regardé, là, pas juste dire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il faut que je partage ça à tous mes amis. » là. Oui. Mais des fois, je pense qu'on n'a comme pas le choix un petit peu d'aller voir, tu sais, puis... mais cela dit, quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, ça ne l'est pas. Si c'est exceptionnel, ben c'est ça. Ou une autre chose, c'est une nouvelle, là, ça a l'air, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben allez donc faire une petite recherche, voir si quelqu'un d'autre en parle. On va sur Google, on tape... on décrit un peu ce qu'on a vu. Oui, ben c'est ça. Pénurie de café aux États-Unis. Puis là, si c'est vraiment quelque chose qui est vrai, qui est important, généralement, mais il va y avoir des médias sérieux qui vont en avoir parlé aussi. Fait que ça peut être une autre façon de vérifier quelque chose sans aller cliquer sur la publication elle-même. Mais si je peux ajouter sur TikTok, sur Reels, si tu ne cliques pas, ça déroule, comme la vidéo roule. Donc là, ce n'est pas une question de vraiment cliquer ou pas, c'est vraiment se questionner sur, parce que ça va rouler la vidéo. Et puis, une des choses que je travaille maintenant avec mes groupes, c'est pas juste est-ce que c'est comme, oui, il y a la source, mais on a vu que même là, avec toutes les hallucinations qu'on a eues de ChatGPT ou autres qui sont maintenant en ligne, et puis même il y a des sources qui sont deepfakées et ainsi de suite. Donc même la source n'est pas comme quelque chose qui est très... on n'est pas certain à 100%. Donc toute la réflexion autour de... comme, encore une fois, pourquoi on la reçoit, mais le format.
c'est pas quelque chose qui a l'air différent, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui veut... OK, là, je vais reprendre. C'est pas quelque chose qui est, par exemple, un mime, ou bien quelque chose qui est fait avec une vidéo de Lego, ou bien quelque chose qui est rigolo, ou bien toutes les deepfakes de Trump qui font super rire. C'est rigolo, on sait que c'est faux, mais en fait, pourquoi le message arrive? Qu'est-ce que Trump veut nous dire quand il nous envoie ses plans pour Gaza? Ou bien quand on voit un mime avec quelque chose, avec un dessin ou peu importe. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui a l'air d'information ou bien d'un article qui peut nous influencer ou bien qui peut vraiment venir nous manipuler puis travailler sur nos perceptions des choses. Tout format, là, parce que là, aujourd'hui, on peut créer toutes sortes de formats en ligne, et puis on n'a pas le choix on scrolle, et puis ça passe, et puis ça attire notre attention, et puis c'est quelque chose et puis c'est rapide, donc c'est 15 secondes. Alors on n'a pas le temps de se dire, ah oui, est-ce que c'est... On le capte, et puis ça rentre dans notre cerveau. Donc il y a toute cette réflexion aussi sur le format qu'on reçoit. Pourquoi ce format-là? Pourquoi on a travaillé ces différents éléments visuels? Donc tout ça, ça fait une sorte de l'analyse des objets qu'on est en train de recevoir en ligne. Mais je pense malheureusement il faut regarder le contenu si on veut le valider, parce que puis je pense que c'est important de se poser la question pourquoi est-ce qu'on nous le présente, c'est vrai, mais c'est là où peut-être les biais cognitifs peuvent entrer en jeu aussi, parce que si c'est un message qui est contraire à nos convictions, on va dire pourquoi on me présente ça, c'est pour me convaincre du contraire de ce que je pense, fait que dans le fond je vais passer à côté puis c'est pas vrai. Parfois ça se peut que ça soit vrai, fait que c'est important de s'y attarder, de vérifier. Puis dans le cas de l'IA, souvent, c'est de regarder les détails, d'écouter, est-ce que le son vient, mettons, juste du centre de la vidéo, ou c'est de manière non naturelle, est-ce qu'il y a des distorsions dans l'arrière-plan, des indices comme ça, là, je ne vais pas défiler la liste au complet, là. Mais je pense que c'est important de regarder, parce que si on fait juste se demander « Ah, pourquoi? C'est pour me convaincre du contraire de ce que je pense », on peut aussi s'enfermer dans nos chambres d'écho en faisant ça, ou dans nos convictions. Mais c'est un bon point aussi. Je pense que c'est une réflexion intéressante pour les jeunes d'être capable aussi des fois de dire « Mais moi, c'est quoi mon opinion sur ce sujet-là? Est-ce que ça vient chercher des émotions chez moi? » Et donc, puis c'est correct qu'on ait des opinions, qu'on ait des émotions, mais c'est de se dire « OK, bien dans ce cas-là, je vais rester comme... Peut-être, je vais prendre une petite distance pour essayer de voir ça un peu rationnellement. » Donc, de prendre connaissance de nos biais, parce qu'on en a tous, c'est normal, mais si on en est conscient, bien déjà, on risque peut-être de moins se faire tromper par des trucs qui veulent nous flatter dans un sens du poil. La bonne nouvelle, oui, allez-y. Juste pour ma compréhension, vous avez nommé hallucination, ça réfère à quoi? Bien, une hallucination, c'est les contenus qui sont produits par l'IA qui sont faux. Des fois, ça peut être très, très clair. Là. Par exemple, on a des exemples de l'IA de Google qui a déjà suggéré de mettre de la colle blanche pour faire tenir du fromage sur une pizza. Donc, des fois, c'est vraiment très gros comme ça, puis on le voit tout de suite, puis on dit « Mon Dieu, ça n'a aucun bon sens ». Malheureusement, des fois, ça a l'air tout à fait vrai et ce ne l'est pas du tout. Donc, c'est vraiment les erreurs que l'IA va produire. Très, très fréquemment, là, c'est à peu près une fois sur 5 là, que si vous interrogez ChatGPT, là, les erreurs, là, les derniers calculs que j'avais eus, c'est une fois sur 5. Ça peut avoir l'air bon comme ça, là, mais est-ce que vous utiliseriez une calculatrice qui se trompe une fois sur 5? Je ne suis pas sûre. Mais donc, on appelle ça des hallucinations. Puis ça, c'est un terme de l'industrie, c'est un terme du milieu. Mais ce que c'est des erreurs. Oui. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont des machines probabilistes qui vont deviner c'est quoi le prochain mot, par exemple. Et les gens qui conçoivent ces outils-là disent que les hallucinations, c'est pas juste un bug, c'est quelque chose qui est intégré, ça qui permet à ces machines-là d'être, entre guillemets, créatives. C'est en prédisant le prochain mot de manière plutôt créative qui va nous plaire et tout ça. Donc, même si les nouveaux modèles qui sortent s'améliorent, ont un plus bas taux d'hallucination, c'est quelque chose qui est évalué par ces entreprises-là, la plupart des experts s'entendent pour dire que ça ne va jamais disparaître à 100%. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment avoir un regard critique face à l'information qu'on reçoit des robots conversationnels notamment. Si je peux juste faire un petit pouce. Donc là, avec que ce soit Claude, ChatGPT ou autre, on peut les programmer de notre façon pour leur dire faites attention, blablabla, comme on peut les programmer. Mais il faut se rappeler que aussi du fait qu'il y a eu beaucoup d'hallucinations qui sont lancées en ligne. Donc, même si ces modèles-là sont meilleurs, quand ils vont aller chercher pour nous répondre, il va y avoir de l'information qui est fausse, qui a été déjà disséminée en ligne
Quand on Google des choses ou autres, c'est déjà en ligne. Donc, même si l'intention d'un agent, peu importe là, comme vraiment de nous donner l'information, il se peut qu'il se base sur quelque chose qui a été déjà disséminé, qui est faux. Donc, c'est pour cela... c'est comme on doit toujours être... C'est un peu comme l'empoisonnement de l'IA qu'on est en train de faire. Moi, ça existe vraiment. De la recherche scientifique, des articles scientifiques qui ont été contaminés, puis qui ont été publiés dans des revues scientifiques, et puis après qui ont été ressortis, mais on ne sait plus qui a déjà downloadé les articles. Donc, même dans les articles scientifiques, il y a eu du faux. Donc, c'est pour cela que, peu importe, là, on parle des jeunes, mais en fait, ce n'est pas juste les jeunes, c'est chacune d'entre nous. On est toujours en train de vraiment comme vérifier, parce qu'on est dans cette ère-là où on a besoin de vérifier plus qu'avant. On va appeler les gens, on n'aura pas le choix. Monsieur derrière. Oui, je donne des formations en 30 secondes, je suis journaliste formateur au CPI. Puis lorsqu'on aborde la question de l'intelligence artificielle, que ce soit avec les jeunes ou avec les personnes âgées, j'ai développé un petit exercice pour faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle, peu importe la question qu'on va poser, qu'elle sache la réponse ou pas, elle va nous répondre. Alors, ce que je fais, c'est que je demande aux participants d'où je viens, c'est quoi le nom de ma ville, d'où je suis né. Évidemment, personne ne le sait. Et généralement, soit les gens disent n'importe quoi, comme quelqu'un m'avait dit, ah, ben tu dois rester dans le cycle parce qu'on vit en cycle. Je dis non. Mais souvent, les gens répondent, je ne le sais pas. Et je leur dis, savez-vous, vous êtes de l'intelligence humaine parce que l'intelligence artificielle, elle dirait n'importe quoi. C'est bon. Très bon. Aux gens que s'ils vont vers ChatGPT ou vers Claude ou quoi que ce soit, ils vont recevoir une réponse. Va-t-elle être bonne? Ça, c'est une autre chose. Exactement. Alors, c'est un petit exercice que j'ai inventé vraiment. C'est très bon. C'est très bon comme exercice. Je vais l'utiliser. Je trouve que c'est parlant pour expliquer aux gens que devant un outil comme ça, oui, vous allez avoir une réponse, mais non, elle ne sera peut-être pas la bonne. Mais c'est très convaincant, n'est-ce pas, de la manière que ça l'écrit. C'est très convaincu de la manière que ça nous répond. Fait qu'on veut y croire, surtout si ça vient confirmer nos biais. Il faut vraiment toujours rester critique face à ça. C'est important. Oui. Après. C'est cette perte de confiance que ça développe. Je vais expliquer parce que j'ai eu un malentendu avec le prof de mon fils quand il était en 4e année, mais je documentais chaque événement qui s'était passé. Et puis à un moment donné, je ne pouvais plus me retenir, je lui ai écrit. Mais moi, quand j'aime écrire, quand j'écris, je dis tout ce que je ressens. C'est tout un livre que je lui ai écrit. Et la madame m'a appelé, elle m'a dit, madame, vous avez utilisé ChatGPT? C'est la plus connaissue que j'ai. Ah ouais. Vous voyez, c'est comme, on ne croit plus aux gens. C'est comme si on n'a plus la capacité d'utiliser notre cerveau. Vous voyez? Et puis, j'ai dû me justifier auprès d'elle pour lui dire, madame, je suis journaliste. J'ai été élue par une mère archiviste. J'ai grandi dans la livre. Et puis après, je me suis dit, mais je me suis sentie très petite de devoir me justifier pour pouvoir écrire quelque chose que j'aime. L'année dernière, quand Haïti a été qualifié pour la Coupe du Monde de soccer, j'ai écrit un texte. Et puis j'ai des collègues de travail qui m'ont dit, tu as utilisé ChatGPT. Oh, c'est complètement Dieu. Ouais. Et c'est ce que vous disiez, Nadia, on est rendu là. Mais ça, c'est super intéressant parce que, comment vous le dites, c'est comme si c'est du négatif si on collabore avec l'IA. En fait, là, présentement, et puis là, je parle de l'Université Laval, on était des premiers qui ont vraiment, comme on a nos 5 principes directeurs, et puis on est en train d'encourager nos étudiants, nos apprenants à collaborer avec l'IA parce que dans le monde du travail, aujourd'hui, on s'attend à ce que tous les employés puissent utiliser l'IA d'une façon éthique, critique et responsable. Et puis, quand est-ce qu'on va utiliser notre intelligence humaine et quand est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle et puis comment on pourrait vraiment comme qu'elle vienne nous capaciter et non pas qu'on soit dépendant de ça. Il y a tout un travail. Et puis, il y a cette perception parce que ça a commencé par les tricheries, puis par « Ah, les jeunes sont en train de tricher ». Donc, et puis, on a commencé chez nous aussi. C'est comme la première chose, c'était « Ah, comment on va arrêter le plagiat ?» Mais écoutez, le problème, c'est pas la question des étudiants qui vont plagier, c'est les évaluations qui doivent changer. Donc, toute une réflexion sur l'éducation, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas aller dans plein de directions, mais je vous comprends, mais c'est une accusation
quand on utilise l'IA, alors qu'en fait, il y a une perception qui doit changer. Et puis ça sort du contexte de la désinformation et autres. C'est vraiment notre utilisation avec un outil qui, aujourd'hui, il existe. Et puis qu'on s'attend à ce qu'on l'utilise parce que automatiquement, les personnes qui ne l'utilisent pas vont compétitionner avec les personnes qui l'utilisent. Et puis les personnes comme moi-même, je fais ma révision linguistique, ainsi de suite, avec de l'IA parce que ça me rassure. Comme ma première langue, c'est l'arabe, ma deuxième, c'est le français, après l'anglais. Donc, ça m'aide à la place d'aller chercher un collègue, ainsi de suite. Donc, il y a des utilisations qui sont très utiles, mais cette accusation-là, où vous vous sentez que vous avez besoin de vous défendre, ça, c'est grave. On n'a pas besoin de se défendre si on utilise un outil. C'est comme un outil comme tous les autres outils. C'est juste qu'en désinformation, les malveillants l'utilisent pour manipuler, ainsi de suite. Les fraudeurs l'utilisent pour frauder. Les personnes qui vont tricher vont l'utiliser pour tricher, mais il y a des personnes qui vont en fait avancer. En médecine, moi, je travaille avec le CHUM, et puis en médecine de précision, ils utilisent l'IA, et puis les avancements sont extraordinaires. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est toute la perception, et puis... Je ne vais pas résoudre votre problème, mais vous sortez avec une accusation que je crois que comme société, on doit arrêter d'accuser pour utiliser l'outil et puis vraiment comme accompagner les personnes pour les utiliser d'une façon éthique, critique et responsable. On avait une autre question, madame, oui? Moi, je me demande, j'ai travaillé récemment pendant plusieurs mois sur l'histoire d'un projet de loi qui existait depuis 150 ans. Donc, je passais à travers toutes les étapes, tous les amendements du projet de loi. Puis, je travaillais avec ChatGPT beaucoup. Puis, je me suis rendu compte que faisait beaucoup d'erreurs. Des fois, c'était subtil. Quand tu lisais les projets de loi, tu voyais pourquoi ChatGPT avait pu conclure telle ou telle information qui était fausse. Alors, ma question, c'est pour éviter que ces erreurs-là se répètent, des erreurs de fait, des erreurs, est-ce que nous, on doit dire à ChatGPT, je m'excuse, tu t'es trompé? Parce que quand je lui disais ça, il me disait, ah oui, c'est vrai, je me suis trompé. Là, il me donnait une autre interprétation, des fois, elle était fausse. Puis, finalement, j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'était essoufflant mais est-ce que comme citoyen, il faut qu'on dise à ChatGPT, tu t'es trompé pour que lui, il ne se trompe pas la prochaine fois que quelqu'un lui pose la question? Ça, c'est totalement innocent. Je veux dire, ça ne sert à rien. Qui peut répondre à ça? Oui, en fait, vous pouvez déjà dire, comme dans votre prompt, dire que toute l'information que vous me donnez, vous devez absolument me donner la source avec un lien cliquable. Je le fais déjà. OK, vous l'avez fait et puis quand même, ça vous a sorti. Oui, le truc, c'est que quand on parle avec ChatGPT, c'est comme si on a un assistant qui débute, qui va nous aider. Donc, c'est comme un humain qu'on a besoin vraiment comme de l'accompagner pour qu'il arrive avec nos résultats. Ça prend un peu de temps, mais après, c'est ça, c'est comme, il faut y avoir cette conversation. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on lui pose la question et puis il nous remette. Mais le fait qu'on le fait, parce que, et puis ça, c'est une autre parenthèse, je ne sais pas si vous avez entendu de Deloitte, vous connaissez Deloitte, la grosse entreprise Ils ont soumis un dossier au gouvernement australien qui avait plein d'erreurs. Et puis qui n'ont même pas détecté ça. Et puis le gouvernement australien a fait toute une histoire après, et puis ils ont dû... Donc, il va faire sortir des hallucinations, mais on a besoin de vraiment comme faire cette interaction qui va prendre un peu de temps. Mais pour répondre à la question de madame, est-ce que le chat va apprendre des erreurs qu'elle nous indique? Je ne crois pas. Il y a différentes écoles de pensée sur comment on devrait s'en servir, mais si on lui dit de ne pas se tromper, ça ne garantit rien, en fait. Là, il va peut-être juste mentir avec plus de confiance par la suite. Tu sais, je pense qu'on a... Est-ce que moi, je dois lui dire, tu vas dire que c'est en 1942? Oui. Comme une rétroaction. Vous pouvez lui dire, mais ça ne veut pas dire qu'il va corriger l'information nécessairement. Mais je pense qu'on a beaucoup cette idée que on peut utiliser l'IA pour sauver du temps. Il y a différentes écoles de pensée là-dessus, mais personnellement, je pense que l'utilisation la plus propice de ces outils-là, c'est en fait que les choses nous prennent plus de temps. Donc, on peut créer quelque chose, on passe par là pour vérifier, on peut passer par là pour peaufiner peut-être, on utilise ça comme un second regard, et il faut aussi qu'on vérifie nous-mêmes ce second regard-là parce qu'il peut se tromper. C'est à se questionner même par la suite, quelle est l'utilité de ça, mais je pense que dans une utilisation propice de ça, c'est censé nous sauver du temps. Exemple, si je suis un médecin, c'est peut-être pas nécessairement de diagnostiquer. Je ne suis pas médecin, je connais rien en médecine, mais c'est un exemple très, très concret, là. Si on diagnostique quelqu'un avec l'IA, ça peut se tromper. Par contre, si on utilise ça comme un second regard pour un diagnostic, pour avoir des angles morts qu'on n'avait pas à la base, peut-être que là, il y a une certaine utilité. Donc, peut-être que la meilleure utilisation, c'est pas de sauver du temps, mais de trouver des angles morts ou des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues au premier regard et de vérifier ça ensuite pour être certain que ça ne se trompe pas aussi.
Si je peux juste ajouter avant qu'on passe, aussi ça dépend. Parce qu'il y a un système qui s'appelle le RAG. Le RAG, ça veut dire que vous prenez votre IA, peu importe là, et puis vous lui fournissez tous les documents que vous voulez vraiment examiner, ainsi de suite. Et puis là, vous allez lui dire vraiment comme d'aller chercher juste à partir de ces documents-là. Et puis là, elle ne va pas se tromper parce qu'elle va aller chercher à partir de ça. Ouais, elle peut se tromper quand même. Mais là, la Banque mondiale est en train de faire des balados, ainsi de suite, à partir de Notebook LM, et puis elle se base sur les ressources. Oui, bien sûr qu'il doit y avoir toujours une validation humaine, mais oui, ça fait gagner du temps et puis ça rend les choses beaucoup plus accessibles aux gens. Donc, dépendamment aussi des utilisations et puis du contexte. La Banque mondiale, elle fait ça sur... le Notebook LM. Oui, monsieur? Puis, ben moi, j'ajouterais juste que c'est sûr qu'il y a un enjeu aussi avec la protection de la vie privée. Donc, les informations que vous mettez, c'est sûr que s'il y a des informations personnelles ou confidentielles, bien, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est fait avec ça. On ne sait pas exactement comment c'est protégé. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut être prudent de ce côté-là. Non, mais... oui. Il est trop tard. Oui. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Bref, c'est tout sur moi, de manière à mieux me rendre les choses. Ah oui. Ce qu'elle vient de dire. Donc, plus on va fournir des données à l'intelligence artificielle, plus, en fait, on alimente la bête. Et mieux que ça, les grandes entreprises qui fournissent ces technologies-là, elles nous disent, s'il y a des erreurs, en fait, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes responsable. Et c'est précisément ce qu'on fait dans toutes les entreprises, et entre autres dans le journalisme d'ailleurs. On fait la promotion de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais il y a toujours un humain qui surveille derrière. Autrement dit, c'est pas ChatGPT qui est responsable s'il y a une erreur. C'est l'humain. Moi, si j'ai un produit à vendre, je vais le vendre, même si mon produit ne fonctionne pas. C'est la personne qui l'a acheté qui est responsable. OK. Donc, je pense que pour conclure, c'est une bonne remarque, mais pour conclure la soirée, je vais demander aux panélistes à qui on doit maintenant faire confiance. À qui? À qui? Quelle posture on prend par rapport à tout ce qu'on voit en information sur nos fils? Je ne sais pas, commencer par Kathleen. Bien, moi, je pense que on s'est reposé longtemps sur le principe là, de la vérité photographique. Là, pendant longtemps, on disait hey, j'ai une image, bien, ça veut dire que c'est vrai. Peut-être, et pourtant, là, c'est pas nouveau hein, de faire des photos truquées et tout ça. C'est beaucoup plus facile maintenant, mais on a des photos de Staline où sur une version, il était avec un allié, puis après ça, c'est devenu un ami. Ensuite, on l'a effacé sur la photo. Mais moi, je dirais que faut revenir à la base. C'est plate, on a l'air de dire tout le temps la même chose, mais c'est d'avoir un esprit critique sur ce qu'on nous présente, puis de voir justement qui nous le dit, puis est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne-là.
Je pense qu'on n'a comme pas le choix de revenir à ces réflexes-là qu'on n'aurait peut-être jamais dû nécessairement perdre, disons. Très bien dit, j'ai pas grand-chose à ajouter honnêtement, mais j'ajouterais juste, on a abordé ça un peu vers la fin, là, mais de vraiment se méfier de l'information que des robots conversationnels vont nous fournir aussi. C'est souvent très convaincant, mais c'est pas toujours vrai. Fait que gardez toujours ça en tête. Moi, je veux revenir un peu à notre discussion très rapidement parce qu'on a parlé de... On est parti dans différentes directions. On a parlé de la désinformation, ainsi de suite. On a parlé des fraudes. Et puis après, on a fini par l'outil lui-même. Donc, il y a différents niveaux de... En fait, la désinformation, c'est l'humain. C'est l'humain qui veut vraiment comme disséminer de la désinformation, manipuler, ainsi de suite. La fraude... C'est pas l'IA qui a décidé de vous frauder jusqu'à présent, parce que l'IA devient agentique, ainsi de suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est l'humain aussi. Donc, il y a un travail énorme dans nos classes, ainsi de suite, de retourner aux valeurs humaines, parce que c'est comme si la société a perdu ses valeurs, ainsi de suite. Et puis, pour nous protéger, on a vraiment besoin de développer la cyber-résilience. Et puis, quand on parle de la cyber-résilience, elle est individuelle, mais aussi elle est comme sociétale, et puis en groupe, c'est comme... On doit vraiment trouver des moyens pour pouvoir faire face à tout ce qui est faux ensemble. Quand ça vient à l'outil, bien sûr que l'outil, on ne peut pas lui faire confiance à 100%, mais il faut comprendre de quoi on peut, quelles sont ses possibilités et puis quelles sont ses limites. Et puis, une fois qu'on comprenne ses possibilités et ses limites, on va travailler avec l'outil de cette façon-là, sans être vraiment comme « wow » sous l'effet de l'IA, ni trop peureux, parce qu'on ne peut pas être vraiment de mettre de côté. Bon, j'ai un collègue qui dit la pâte à dents, la métaphore de pâte à dents. C'est ça. Alors, il me parle toujours de ça, et puis je l'adore, parce qu'une fois que ça s'est sorti, c'est sorti. Donc, ça existe. L'important, c'est qu'on puisse vraiment y réfléchir d'une façon éthique, critique, responsable, et puis qu'on sache les limites, mais aussi des capacités, et puis qu'est-ce que ça nous donne, et puis quand est-ce que nous, comme société aussi, on va contribuer, parce que, puis je vais finir avec ça, si vous avez entendu parler du jeune qui a pris sa vie avec ChatGPT, et puis on était des cobayes, parce qu'une fois que ChatGPT a accompagné le jeune pour se suicider, là après, OpenAI ont mis les parental controls qui servent à rien en fait, mais aussi c'était un cas cobaye pour améliorer la machine, mais encore une fois, il y a des vies qui sont perdues à cause de ChatGPT. Puis je vais m'arrêter sur ça. À ta question, Richard, à qui on fait confiance? Peut-être que c'est parce que je suis inspirée par les lieux où on est ici, mais moi, j'ai envie de faire une profession de foi. C'est un métier que j'ai pratiqué pendant des années, le journalisme, et c'est un métier que j'ai aimé. Alors moi, je crois encore au journalisme. Je crois encore aux médias traditionnels. Je crois à l'équilibre qu'on est capable d'aller chercher en lisant plein de choses, et je crois qu'on est capable d'analyser parce que je crois aux enseignants, à ceux qui éduquent. Je crois à ces exercices citoyens où on se parle, on s'écoute, on retient des choses. Moi, j'ai retenu que le plus grand geste citoyen qu'on peut faire, c'est d'arrêter de partager des choses. Ça, juste ça, ça va épurer un peu l'espace. Alors, je crois en nous. Merci. Moi, je vais terminer en disant que je suis aussi formateur, je vous l'ai dit, je pense, au CQMI. Et puis, si je me souviens bien, Doria, c'est un peu plus de 700 formations qui ont été données dans les écoles, aussi dans les bibliothèques auprès des aînés. Et c'est un travail important. Et ce qu'on leur dit, si vous ne faites pas confiance à ceux dont c'est le travail de vérifier, avec les outils qu'ils ont, imparfaits, mais quand même, dont c'est le travail, bien, à qui allez-vous faire confiance? Je sais que c'est compliqué aujourd'hui de le faire, mais la formation, finalement, c'est essentiellement ça, en leur donnant des exemples, en leur montrant comment c'est facile de les tromper, comment ça pullule sur Internet, comment ça pullule dans leurs réseaux sociaux, et de terminer en disant, voilà, moi, mon travail de journaliste, c'est ça que j'ai fait pendant toute ma vie. C'est ce que fait Nicolas, c'est ce que fait plusieurs personnes. Si vous ne croyez pas ces gens-là, allez voir ne serait-ce que des infos de journalistes. Je ne sais pas, moi, elle explique si vous n'aimez pas la manière traditionnelle de raconter une histoire, mais ces gens-là existent et faites-leur confiance parce que si vous ne faites pas confiance à eux, vous allez perdre votre libre arbitre. C'est là où on en est rendu aujourd'hui et je pense que les formations qu'on donne, entre autres, sont nécessaires et très, très utiles. Et justement,
pour conclure, donner le dernier mot à la présidente du CQMI. Je vais inviter Lynne Pagé à vous l'adresser. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Richard. Merci aux panélistes. Et moi, je dois trouver qu'il y a beaucoup d'intelligence humaine dans cette salle, pour reprendre le mot d'André. C'était vraiment passionnant. Écoutez, c'est spécial parce que cet événement a lieu ce mois-ci et c'est le 5e anniversaire d'existence du CQEMI, le Centre québécois d'éducation aux médias et l'information. C'est un organisme qui est jeune, mais qui a déjà pas mal de vécu, qui a été créé par des journalistes actifs, des journalistes retraités, et dont la mission est de lutter contre la désinformation, de développer l'esprit critique, surtout chez les jeunes, et aussi les moins jeunes, parce qu'on s'adresse aux aînés, et de mieux faire comprendre le rôle du journaliste dans une société démocratique qui est saine. Alors, c'est un vaste programme et, comme tu le disais, on va donner des ateliers. Nos journalistes formateurs vont dans les écoles primaires, secondaires, les cégeps, les bibliothèques, les centres communautaires, les résidences personnes âgées, donner nos ateliers qui s'appellent 30 secondes avant d'y croire. Et ça, c'est le message de base, là, prendre au moins 30 secondes avant de partager une information. Hein. C'est court puis c'est long en même temps, mais ça donne le temps d'y penser. Alors, pour corriger un petit peu, on a fait le dernier bilan. Cette année, par exemple, on a donné 934 ateliers. On a rejoint 24 000 personnes. Et depuis qu'on existe, c'est près de 100 000 personnes qu'on a rejoints, qui ont été vaccinées, on espère, contre la désinformation et qui, à leur tour, vont en vacciner d'autres. Puis à un moment donné, l'épidémie va peut-être arrêter. Alors moi, je voudrais remercier beaucoup nos journalistes formateurs. Il y en a quelques-uns dans la salle. Vous pouvez vous identifier si jamais les gens veulent aller vous parler. Il y a Étienne qui est là, Lisbeth. Je veux remercier les journalistes et les gens du monde de l'éducation qui s'impliquent dans notre conseil d'administration. Là encore, j'en vois. Et je veux remercier celles qui travaillent au CQMI, Valérie Séguin aux communications, Isabelle Marjorie Tremblay qui fait du développement, et la grande chef d'orchestre du CQMI, l'âme, celle qui fait que tout arrive et que tout peut se faire, Doria Ramani, notre directrice des opérations qui est derrière. Alors, vous ne partez pas. On vous invite à prendre un verre avec une petite bouchée et à lever votre verre et à nous souhaiter bonne fête et longue vie au CQMI. Parce que, à entendre ce qu'on a entendu ce soir, on a de l'ouvrage. Alors, à votre santé. Merci.